Ok, donc bonsoir tout le monde, donc bonsoir Sébastien. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait super plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, et puis présenter évidemment l'association L214, depuis quand elle existe, et puis bien sûr en quoi consiste votre travail depuis toutes ces années. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Sébastien Arsac, je suis un des cofondateurs de l'association L214 qui existe depuis 2000. L214 donc qui tire son nom d'un code rural français que les animaux sont des êtres sensibles. En gros c'est vraiment le cœur de notre mobilisation. Et avec L214 on est plutôt concentré, enfin on développe notre expertise sur les animaux d'élevage, donc les animaux qui sont utilisés pour la production de viande, de lait, enfin tous les produits animaux de consommation. Et voilà, depuis maintenant, bientôt, enfin une quinzaine d'années, on essaye de mener des campagnes. Alors à la fois on a une vision qui est claire, abolitionniste, c'est-à-dire que notre rêve, notre horizon, c'est qu'on n'utilise plus les animaux pour notre consommation alimentaire. Et on mène des campagnes pour essayer d'obtenir ce résultat. Alors on essaie d'avoir les pieds sur terre, on sait qu'on n'aura pas ça, on n'attend pas la révolution du grand jour. Donc on essaye de mener des campagnes pour obtenir des résultats ici et maintenant pour les animaux. Donc que ça soit des campagnes. Alors bien sûr, évidemment, on se concentre en priorité sur la question de l'élevage intensif. Mhm. Voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est montrer beaucoup d'enquêtes, déjà informer de ce qui se passe pour les animaux sur le terrain, en vrai. Ok, merci pour cette intro. En parlant justement de campagne, on est en février, hein. Ça veut dire que le mois dernier c'était janvier, et qui veut dire janvier veut dire Veganuary. Est-ce que tu peux nous dire tout bêtement déjà pourquoi les gens devraient adopter un mode de vie vegan? Et puis dans un second temps peut-être comment s'est passée justement cette campagne du Veganuary, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il me semble qu'au Royaume-Uni elle semble globalement avoir un succès assez franc, avec beaucoup de personnes justement qui essayent le mode de vie vegan, tout en se sensibilisant à des questions comme l'éthique environnementale ou l'éthique animale, donc qui sont liées à l'exploitation animale, et généralement semblent s'y tenir ensuite. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Le Veganuary, effectivement, nous on est le relais en France du Veganuary, donc c'est vraiment une initiative au départ, je crois qu'il y a 10 ans, qui consiste à faire la promotion de l'alimentation 100% végétale. L'idée c'est vraiment d'offrir un accompagnement, en fait, c'est-à-dire que quand on s'inscrit au Veganuary, on reçoit par mail des conseils, des recettes, voilà, il y a plein de choses qui sont faites, et puis il y a aussi, surtout, les entreprises aussi qui s'engagent à accompagner le Veganuary, donc ça peut être des lancements de produits vegan, ça peut être... là, on a eu pas mal d'entreprises qui se sont lancées dans le mouvement en France, enfin, l'année dernière déjà, et puis en France encore plus cette année. Je crois qu'on a eu plus de 150 entreprises qui se sont lancées dans le Veganuary. On a eu notamment Monoprix qui faisait des promotions sur le véganisme, qui faisait de la PLV dans les supermarchés pour inciter justement à l'alimentation végétale. Après, le pourquoi, évidemment, bien sûr, je vais citer les animaux pour Mhm. commencer. On est quand même un pays où on consomme le plus de produits animaux au monde, en France. Et voilà, ça représente, on connaît ces chiffres-là, mais plus de 3 millions d'animaux qui sont tués dans les abattoirs chaque jour en France. Donc c'est vraiment colossal. Et en plus, quand on s'intéresse aux différentes espèces, on voit bien que les modes d'élevage principaux, majoritaires, sont de l'élevage intensif, que nous on définit un peu globalement comme des élevages où les animaux sont entassés à des grandes densités d'élevage et pour lesquels ils n'ont pas accès à l'extérieur. Donc si on prend cette définition de ne pas avoir accès à l'extérieur, on a plus de 80% des poulets, par exemple, qui sont élevés dans des conditions d'élevage intensif. En tout cas, si on prend globalement toutes les espèces animales, on a plus de 8 animaux sur 10 qui sont élevés dans des bâtiments sans jamais avoir accès à l'extérieur. Donc qu'on fait naître exprès avec le but de les engraisser rapidement, les transporter et les envoyer à l'abattoir. Donc évidemment, quand on prend au sérieux la question des animaux, qu'on se penche un petit peu sur le fait qu'il n'est pas juste de maltraiter les animaux sans nécessité en tout cas, Mhm. c'est déjà une belle motivation. Et peut-être la principale, j'ai envie de dire aussi, hein, même quand on fait des sondages, on voit que cette question-là, elle est très très importante. Il y a 30 millions d'amis qui a sorti un sondage là récemment. Les personnes sondées sont opposées à l'élevage intensif, à une majorité qui frise les 9 personnes sur 10, espèce de consensus qui est évident. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres... c'est à la croisée de plein d'autres choses, hein. C'est au niveau évidemment de l'environnement, sur la question de la déforestation,
déforestation, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. L'activité humaine en général est vraiment catastrophique. La consommation de produits animaux en général est vraiment catastrophique pour l'environnement. Voilà, on connaît ce chiffre, hein, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, si on prend le chiffre à minima, il y en a d'autres. 65% responsable de 65% de la déforestation en Amazonie, par exemple. Et sur plein d'autres thèmes qui sont peut-être moins connus aussi. Et je trouve qu'ils sont importants. C'est aussi la question de la précarité des éleveurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, avec ce modèle d'élevage-là, on a un mal-être aussi en fait dans le monde agricole qui est très très fort. Je pense qu'il s'est exprimé là dans ces dernières semaines. Donc on pourra peut-être y revenir sur ce mouvement parce que c'est intéressant d'analyser un peu politiquement. Mais en tout cas, on voit que aujourd'hui, on a presque 2 suicides par jour au niveau des agriculteurs. On a 20% des agriculteurs français qui n'ont pas pu se verser un revenu. On a un endettement qui est un endettement qui est colossal. Les éleveurs, ils ont à rendre à la banque entre 2 et 300 000 euros. D'ailleurs, c'est une des causes principales des suicides. C'est-à-dire que quand vous avez une banqueroute économique, évidemment, c'est très difficile moralement de tenir. Et pour certains types d'élevage, par exemple pour les élevages de cochons, les éleveurs sont endettés en moyenne en France à plus de 430 000 euros. D'accord. Donc voilà, si on pense aussi à cette question, à la question sociale, la consommation de produits animaux est très très problématique aussi. Et il faudrait aussi parler des conditions de travail des ouvriers dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs. C'est aussi quelque chose qui est un des pires boulots qui existent, je pense, parce que nous, on fait des infiltrations et quand on a un undercover qui travaille dans un abattoir, je peux vous dire que le premier obstacle, en fait, c'est de tenir physiquement le métier. Quand vous accrochez des daims ou des pintades à une chaîne d'abattage, c'est un boulot épouvantable, physiquement, sans même parler de la question de l'éthique animale. Il semble que l'abolition de l'exploitation animale soit en fait un moyen de maximiser vraiment le bien-être d'à peu près tout le monde, hein. Humain, non humain, tout le monde va en fait bénéficier largement en fait de l'abolition de l'exploitation animale. Ça me rappelle justement, on en a parlé il y a pas longtemps sur mes streams, mais le rapport de la Cour des comptes par rapport à l'élevage bovin et qui justement souligne le fait que par exemple l'élevage bovin aujourd'hui ne survit que grâce à de fortes subventions et aides de l'État, et qu'en fait c'est l'activité agricole qui requiert le plus de subventions et le plus d'investissements de l'État pour le moins de bénéfices justement économiques. Ce qui en fait est juste une démonstration effectivement que ces activités-là sont de toute façon sous perfusion et que elles sont vouées à disparaître pour plein de raisons effectivement qui s'entrecroisent, hein, comme tu disais, mais que de toute manière, le plus vite on arrivera justement à cette abolition et à une transition, disons, vraiment efficace vers une alimentation végétale, le plus vite en fait tout le monde en bénéficiera effectivement, c'est-à-dire les animaux non humains et puis les humains effectivement qui sont embarqués, comme tu disais, dans des endettements impossibles et qui du coup en viennent justement à des suicides aussi réguliers. L'élevage, c'est une aberration économique totale. C'est vraiment ce que tu dis, c'est par rapport aux subventions. Il n'y a pas un secteur où l'argent public est plus mal utilisé que dans l'agriculture. Et même, c'est au niveau global, hein. Selon l'ONU, tu as 90% des subventions publiques de l'agriculture dans le monde qui ont des faits environnementaux ou sociaux dommageables. 90%. Donc on file de l'argent pour maintenir un modèle qui, alors non seulement qui coûte très cher juste à tourner aujourd'hui, mais qui en plus, si on regarde au niveau des impacts qu'on peut avoir sur la pollution, sur la santé publique, enfin c'est juste colossal. La France, c'est de loin l'État de l'Union européenne qui bénéficie le plus de la PAC, et aujourd'hui on est sur quasiment 10 milliards d'euros d'aide agricole. Donc quand on a aujourd'hui par exemple un mouvement, la filière de l'agriculture qui se plaint par exemple des importations de produits animaux en France, en fait c'est dans l'autre sens, que c'est les exportations des produits de la France qui sont totalement, au niveau de la concurrence, qui sont totalement déloyaux. C'est-à-dire que si vous avez un monde agricole en Afrique, si aujourd'hui vous avez par exemple les poules pondeuses de réforme qui sont envoyées en Afrique, là il y a un vrai scandale, quoi. Donc en fait c'est vraiment une aberration, c'est-à-dire que si on était dans un système libéral où c'est le marché qui fait la loi, etc., ce que défendent généralement d'ailleurs le monde agricole, on se rend compte qu'en vrai les agriculteurs quelque part sont des fonctionnaires, parce que l'argent qui est reçu est vraiment colossal. Par exemple,
le député Moreau, qui était porte-parole de la France en France En Marche, de En Marche, pardon, touché, on avait regardé, touché 7 000 € de subventions par mois. Et on était remonté 10 ans en arrière, donc c'est des sommes qui touchaient chaque mois, juste pour... et c'était un éleveur bovin viande. Voilà. Donc, D'accord. à la rigueur, il aurait rien fait, on lui aurait versé un septième, enfin la moitié de la somme ou un peu moins, et on lui dit vas-y, reste sur ton canapé. Finalement, l'argent public aurait été, on aurait fait des économies, quoi. Voilà. Ouais. Et si on parle aussi des risques pour la santé, en termes de santé publique, on sait que la surconsommation de produits animaux, c'est les maladies cardiovasculaires, etc. C'est notre alimentation, qui est la première cause de mortalité dans les pays occidentaux. Et c'est dû notamment à la surconsommation de produits animaux, pas que, mais en grande partie. Et aussi l'usage des antibiotiques dans les élevages, qui est aussi catastrophique, parce que on a une grande partie, presque la moitié des antibiotiques qui sont consommés en France, pas tout à fait, je crois qu'on est dans des 40%, des choses comme ça, sont des antibiotiques qui sont donnés aux animaux d'élevage. Et sans les animaux d'élevage, d'ailleurs, on pourrait pas, sans antibiotiques, on ne pourra pas faire d'élevage intensif, puisqu'on ne pourrait pas les garder en vie jusqu'à l'âge d'abattage. Et ces antibiotiques, on sait les conséquences que ça peut avoir sur l'antibiorésistance des bactéries. Et voilà, il y a des chercheurs qui tirent les sonnettes d'alarme en disant que ça allait être la première cause de mortalité d'ici 2050, ça allait être l'antibiorésistance. C'est-à-dire qu'on ne saura plus soigner des maladies qu'on sait aujourd'hui soigner très facilement, parce qu'on n'aura plus d'antibiotiques simplement pour lutter contre des bactéries qui sont devenues résistantes. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un espèce de tableau un petit peu de l'élevage intensif en France? Donc à peu près combien d'animaux sont concernés? Est-ce qu'on est toujours sur des chiffres d'environ 80% ou un peu plus? Est-ce que c'est un peu moins? Je sais que les lapins, ça a souvent été dans les 99%, les cochons dans les 95%. Est-ce que ces chiffres ont un peu diminué? Est-ce que ça augmente? Est-ce que vraiment ce sont les poulets qui prennent toute la place, on va dire, parce qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, bon, tu peux aussi nous expliquer un peu ça, mais on tue environ, enfin, disons, près des 90%, il me semble, des animaux tués dans les abattoirs sont des volailles. On tue près de 900 millions de poulets chaque année, bon, plus les canards, les pintades, les dindes, etc. Est-ce que tu peux nous faire un espèce de tableau d'élevage intensif comme ça, un petit peu par espèce, si tu as les chiffres un petit peu en tête? Et puis, peut-être, si tu peux justement nous réexpliquer, peut-être pour les gens pour qui c'est pas forcément clair, vraiment ce qui peut constituer la différence entre élevage intensif et extensif, peut-être au regard de la loi s'il y en a une, et peut-être quand on entend dans les médias en général parler d'intensif ou extensif, qu'est-ce que ça en fait englobe comme type de pratique, etc. Pas forcément besoin de rentrer trop dans les détails, mais voilà, qu'on ait un petit peu une idée en tête de quoi on parle. Oui, bien sûr. Alors, c'est vraiment colossal, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de définition de l'élevage intensif, mais généralement, bon, voilà, quand on est devant un élevage intensif, on sait dire qu'on est devant un élevage intensif. En gros, si vous avez un bâtiment de 20 ou 30 000 poulets, avec les poulets qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur et qui sont entassés à 21, 22 poulets par mètre carré, voilà, il n'y a pas photo, on est dans l'élevage intensif, quoi. Donc, au niveau des... Donc là, les chiffres que je vais te donner sont des chiffres de 2022. Ok. Sur les poulets, aujourd'hui, on est à 689 millions de poulets en France qui ont été abattus en 2022 pour l'alimentation humaine. Si on regarde au niveau des conditions d'élevage des poulets, on a 83% d'élevage intensif. Et effectivement, c'est l'espèce qui est la plus exploitée. Donc 83 d'élevage intensif. D'élevage intensif, ça veut dire que c'est des poulets qui sont justement entassés, qui ont à peu près une feuille à 4, c'est à peu près comme les poules pondeuses en cage, comme espace de vie, et même un peu moins, et qui arrivent dans un bâtiment d'élevage poussin un jour, qui repartent de l'élevage vers 35-40 jours, donc qui auront à peu près multiplié leur poids par 60 entre le moment où ils sont arrivés dans l'élevage et le moment où ils sont partis un gros mois plus tard, donc c'est vraiment colossal, donc c'est une sélection génétique. C'est des animaux qui sont généralement, la grande majorité de ces animaux sont boiteux, parce qu'en fait, ils ont été sélectionnés pour que les muscles grandissent, parce que c'est la viande, et les organes comme le cœur, le poumon sont, eux, sous-développés. C'est-à-dire qu'on a des animaux qui sont en souffrance parce que ils ont du mal à se déplacer. C'est pour ça que c'est des animaux qui restent couchés la plupart du temps sur une litière qui est salie, donc ils ont généralement plus de plumes au niveau du plastron, et qui souffrent à chaque fois qu'ils font un déplacement pour aller se nourrir. Donc voilà, ça c'est au niveau des poulets, on en est là. Pour les D'ailleurs, poules je pondeuses... me permets Ouais. juste de te couper Ouais, ouais. rapidement. Bah,
justement, il y avait une action, donc, je sais pas si c'était ce matin ou en tout cas ce midi, Oui. à Paris, au Trocadéro. J'ai vu qu'il y avait Nagui qui était présent notamment. Voilà, c'est une action qui a été relayée par des médias comme BFM TV. Justement, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un tout petit peu plus sur cette fameuse sélection génétique, qui est un petit peu ce que vous dénonciez avec cette action notamment. Voilà, comment s'est opérée cette sélection, effectivement, et du coup, voilà, tous les problèmes de santé qui sont, enfin, auxquels sont confrontés justement les poulets en raison de cette sélection, qui font qu'ils grandissent très vite, qui peuvent plus enfin, qui peuvent plus bouger dans les élevages, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? La sélection donc, dont je parlais tout à l'heure, c'est une sélection donc qui consiste à faire une souche, de poulet qui grandit le plus vite possible. Donc ils ont réussi à faire une souche aujourd'hui généralement la souche principale, c'est la souche qu'on appelle Ross 308, qui a été développée par une société Aviagen, donc qui est la souche qui est la plus utilisée au niveau européen. Donc c'est une souche qui permet effectivement d'avoir des poulets, qui grandissent, c'est 35 jours généralement et qui arrivent à peu près à 2 kilos de poids au moment où ils partent à l'abattoir à 35 jours. C'est 4 fois plus rapide qu'en 1950, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Et c'est Et 35 jours pour une espérance de vie pour un poulet de quoi? De 10 ans? 10-12 oui, ans? voilà. Ouais, c'est ça? Alors pas ceux-là, Pas hélas, cela. pas ceux-là, hélas, ouais, parce que Oui, c'est parce des que, souches voilà. plus rustiques. Ouais. Oui, parce que comme ils ont été sélectionnés justement pour grossir vite, c'est des animaux qui ont tout le temps faim. Donc quand on recueille des animaux comme ces animaux, le Rust 308, dans les refuges, généralement ils ont 2 ans d'espérance de vie et encore avec des soins aux pattes. Je sais que le refuge Groing avait comme ça, On s'est connaît, on occupé connaît. comme ça de poulets, voilà. Ouais. Et ils étaient obligés de faire des soins tous les jours aux pattes des poulets. C'est vrai qu'au bout de 2 ans, hélas, ils sont difficilement maintenables en vie. Et d'ailleurs, c'est un gros problème pour les reproducteurs, c'est-à-dire les poulets les poules et les coqs qui vont produire des œufs fécondés qui vont aller dans les couvoirs et ces couvoirs qui vont arroser tous les élevages en France. Donc, dans les élevages reproducteurs, c'est très difficile de garder les animaux parce que en vie jusqu'à l'âge adulte et il faut absolument les rationner. Donc, c'est des animaux qui sont constamment en situation de faim extrême, en fait. Donc, ça, Mhm. c'est très compliqué juste pour les garder en vie et pour qu'ils puissent encore marcher debout. Donc, voilà. Et effectivement, quand ils grandissent, alors non seulement il y a les boiteries, mais il y a aussi toute l'énergie que le poulet doit développer doit produire pour développer le muscle. Elle est orientée vers le muscle, ce qui fait que vous avez notamment les poumons en galère et le cœur galère à apporter toute cette énergie et cette croissance au muscle. Et du coup, on a beaucoup de ce qu'on appelle la mort subite. Enfin, c'est des arrêts cardiaques dans les élevages. C'est une des maladies les plus courantes de mortalité. Et puis des acides, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons. Donc ça, c'est les deux conséquences de cette sélection génétique en plus de la boiterie, qui fait qu'on a aujourd'hui, là, on va dire entre 3 et 5% de mortalité dans un élevage sur 35 jours. D'accord. Donc quand vous avez des bâtiments de 20 ou 30 000 poulets, voilà, ça fait énormément de mortalité. Sachant qu'un élevage, du coup, pour un élevage, vous allez le remplir et le vider à peu près 7 fois par an. C'est-à-dire qu'il y a des poussins qui arrivent, ils sont menés jusqu'à l'âge d'abattage entre 35 et 40 jours. Il y a un vide sanitaire et puis on le remplit. Voilà. Et il y a comme ça 7 tournées et demie poulets dans un bâtiment. C'est vrai que ça fait vite des chiffres juste gigantesques et énormément de sous pour ces animaux-là. Et du coup, ce matin, effectivement, on était avec Nagui sur le Trocadéro, donc sur la place au-dessus de la Tour Eiffel, avec 44 cadavres d'animaux Mhm. depuis le poussin un jour. Donc c'est en fait grâce à un lanceur d'alerte, on a pu chaque jour récupérer un cadavre d'un animal qui meurt, d'un poussin ou d'un poulet qui est mort dans l'élevage. Et l'idée c'était de montrer justement la vitesse de croissance des poulets dans les élevages. Et donc on a exposé ces 44 cadavres sur le Trocadéro. Et l'idée, c'était effectivement d'aller interpeller un gros acteur qui s'appelle LDC aujourd'hui, qui fait 40% de la production française et qu'on connaît bien sous les marques Le Gaulois, Mhm. Maître Coq, Marie, et qui est aujourd'hui un énorme acteur qui ne veut pas aujourd'hui avancer à s'engager pour éliminer les pires pratiques d'élevage, ce qu'ont fait la plupart des supermarchés aujourd'hui en France grâce à des campagnes. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment d'essayer on va dire, d'encourager fortement le Gaulois à s'engager à limiter les pires pratiques d'élevage, c'est-à-dire diminuer un peu les densités à l'intérieur de l'élevage, c'est-à-dire ne plus utiliser ces souches à croissance rapide qui sont source d'énormément de souffrance pour les animaux et quelques autres critères, notamment au niveau des abattoirs, de l'enrichissement du milieu, comme on dit, que c'était effectivement pour un peu notre campagne phare en ce moment. Ok.
Alors justement, en parlant de ça, il y a beaucoup d'enquêtes bon, qui ont été publiées par L214 récemment. Personnellement, voilà, je vais peu sur Twitter, mais j'ai l'impression que chaque semaine où je vais sur Twitter, il y a limite une nouvelle enquête qui a été publiée. Alors souvent, les enquêtes voilà, que vous diffusez, c'est des manquements à la législation, ou en tout cas, sinon au moins dans la plupart des cas. Comment ça se fait qu'en 2024, on ait encore autant de manquements à la loi? Comment ça se fait que les services vétérinaires soient autant à la ramasse? Comment ça se fait que il y ait encore, disons, autant de personnes qui nient, si je puis dire, ou bien dans les syndicats agricoles, ou bien les maires des villes, on peut en reparler notamment avec cet épisode récent du maire qui a un petit peu voilà, tapé sur votre rôle de lanceur d'alerte. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a encore un tel déni de ça et qu'il y a comme je disais, autant de manquements à la législation, même si on sait qu'évidemment, même quand la législation est respectée, ça reste de toute façon voilà, injustifiable. Mais en tout cas, en ce qui concerne la loi, comment ça se fait que c'est aussi peu contrôlé, etc. Au niveau de la réglementation, c'est généralement des réglementations qui sont issues de discussions et de tractations, de conflits enfin, de rapports de pouvoir au niveau de l'Union européenne. Donc effectivement, comme tu le dis, les avancées réglementaires sont lentes et elles garantissent très peu de protection des animaux. Parce que voilà, comme on vient de le dire, on peut élever des poules en cage encore, on peut Mhm. élever des lapins sur un sol grillagé toute leur vie, sur une surface d'une feuille A4. Pareil pour les poules pondeuses, on peut mettre des truies en stall, on peut couper, meuler des dents, on peut claquer des cochons. Enfin, Mhm. voilà, il y a donc la réglementation, elle permet déjà énormément de choses, mais sur le peu de réglementation qui existe, alors si on regarde au niveau des abattoirs par exemple, Juste, pardon, tu une... parlais du, ouais, excuse-moi de te couper, tu parlais donc ce qu'on appelle le claquage des porcelets. Donc pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est le fait simplement, bah, littéralement, de prendre donc un porcelet et de, bon, en gros, par les pattes, quoi, et de l'éclater contre un mur quand il est encore vivant. Cette pratique-là, elle est toujours légalement autorisée par, je sais pas, par la législation française, par l'Union européenne. Moi, j'avais vu qu'il me semblait que c'était dans des cas en fait, c'est une espèce de, je sais pas comment dire, mais une espèce de, pas une dérogation, mais disons simplement dans certains cas précis, par exemple s'il est malade ou quoi, on peut le faire, mais pas forcément s'il est en bonne santé. Donc après, on se doute que ce genre de loi en pratique, bon, ça part un peu dans tous les sens. Mais donc ça, on est d'accord que c'est encore légal, par exemple. Le claquage euh, des porcelets est une pratique qui ne déroge pas à la loi, si je puis dire. En tout cas, bah, si tu regardes la Ou loi, en c'est fait, ambigu. si tu regardes la loi, par exemple, elle dit qu'on ne peut pas tuer d'animaux, on n'a pas le droit de tuer les animaux sans nécessité. Donc, Bien sûr, enfin, ouais, en non, mais bien vrai, sûr, bien si sûr. si on prenait au sérieux la loi, il y aurait plus d'élevage possible, en fait, parce qu'il n'y a pas de nécessité pour, Mais voilà. Donc voilà. Après, au niveau du claquage, en fait, c'est toléré par les services vétérinaires, c'est c'est-à-dire toléré, que ouais. si vous avez dans un élevage un éleveur qui claque des porcelets, les vétérinaires vont pas lui dire ça, c'est pas conforme. Voilà. Mhm. Donc, Ok. effectivement, ils vont se cacher en disant que c'est pour abréger les souffrances d'un porcelet, sauf que on voit bien dans la presse professionnelle et tout ça, c'est qu'à un moment donné, euh, on revient encore sur la question de la sélection génétique. En fait, les truies, elles ont été sélectionnées génétiquement. Alors, les poulets, c'est pour faire de la viande. Les truies, c'est pour faire des petits, des Mhm. porcelets, et faire le plus de porcelets possible. Donc, on a poussé la prolificité des truies. On est allé jusqu'à allonger les truies. Et les truies, aujourd'hui, elles ont plus de mamelles que les truies par le passé. Parce qu'en fait, une truie, elle va pouvoir sevrer un certain nombre de porcelets. Et les porcelets, ils ont une mamelle attitrée. Ce qui fait que le nombre de mamelles d'une truie va déterminer le nombre de porcelets qu'elle va pouvoir sevrer. Donc, à un moment donné, quand on s'est aperçu de ça, on a allongé les truies et on s'est débrouillé pour que les truies aient plus de mamelles. Donc ça, c'est encore issu de la sélection génétique. Et si on revient à la réglementation, donc effectivement, la pratique dans les élevages, c'est de claquer des porcelets parce qu'on va estimer qu'ils sont un peu plus chétifs que les autres. On veut essayer d'avoir des portées qui soient homogènes de porcelets, et ce qui fait que c'est des porcelets qui sont tout à fait viables, tout à fait en bonne santé, qui sont claqués effectivement sur le sol de l'élevage, enfin contre une paroi en béton. Donc ça, mais comme les services vétérinaires ne considèrent pas que c'est une infraction à la réglementation, bah, c'est pratiqué et on continue, quoi. Après, au niveau de la réglementation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les chiffres sont tellement colossaux, c'est-à-dire quand vous avez chaque jour en France en moyenne plus de 3 millions d'animaux qui sont abattus, on imagine bien qu'on ne peut pas abattre 3 millions d'animaux dans des conditions qui sont édictées dans la réglementation, c'est-à-dire en limitant au maximum les souffrances. Dans les abattoirs, la réglementation, elle dit que les animaux doivent être insensibilisés, c'est-à-dire inconscients au moment de leur mise à mort, sauf la dérogation de l'abattage rituel, mais la règle générale, c'est quand même de rendre les animaux inconscients.
Donc soit avec un coup de matador, c'est-à-dire un pistolet à tige perforante, hein, c'est une tige qui va, ça c'est utilisé pour les bovins, c'est une tige qui va perforer le crâne du bovin et qui va normalement le rendre insensible à la souffrance après, il peut être saigné après. Mais ce qu'on voit nous sur les terrains, c'est que c'est cette inconscience théorique qui est normalement exigée par la réglementation, elle fonctionne pas. C'est-à-dire que le bovin, quand il va rentrer dans le box d'immobilisation, il va être en panique, il va tourner la tête. Alors quand on regarde les textes scientifiques, enfin la littérature scientifique, ils disent exactement où faut placer le pistolet à tige perforante, avec quel angle il faut placer ça sur la tête de l'animal. Mais on imagine que en pratique, les animaux ils bougent, leur tête ils bougent parce qu'ils n'ont pas envie d'être là, parce qu'ils ont peur. Et c'est jamais garanti que l'inconscience est là. Donc la réglementation, elle nous raconte quelque chose, et le terrain, on voit des choses qui sont totalement différentes. En fait, la réglementation, elle est presque là comme un discours politique pour venir rassurer les consommateurs en disant non mais écoutez, ça c'est interdit, on doit effectivement, tous les animaux sont censés être inconscients au moment de leur mise à mort, on doit tout faire pour que la panique soit limitée. On doit contrôler l'inconscience une fois et peut-être faire un deuxième coup d'insensibilisation si on a constaté que l'inconscience n'était pas là. Mais en vrai, ça se fait pas, quoi. Et le problème, c'est que les services vétérinaires aujourd'hui, qui sont présents dans les abattoirs, d'une part, ferment les yeux clairement et considèrent en fait que la réglementation de protection des animaux est optionnelle. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'images qui sortent publiquement, ils vont considérer qu'il y a des non-conformités, alors ils vont les classer, non-conformité mineure, moyenne. En fait, ils ne parlent pas de violation de la réglementation, ils parlent de non-conformité. Et le non-conformité ne provoque pas de procès-verbaux, ne provoque pas d'amende, ni même de modifier les structures ou les pratiques d'abattage. Ça n'existe pas. Et à un moment donné, il y a un grand audit qui avait été fait dans tous les abattoirs de France, suite à une série d'enquêtes qu'on avait montrées, c'était en 2016. Et ce grand audit, alors là, pour le coup, il y avait eu une certaine transparence. Et tous les rapports avaient été mis en ligne, depuis, ils ont été supprimés, montrait que 80% des chaînes d'abattage présentaient des non-conformités du point de vue des services vétérinaires. Alors déjà, la barre est très haute pour les services vétérinaires, mais là, c'est... Donc c'est pas tant qu'il n'y a pas de contrôle, il y a des contrôles, mais c'est juste que les contrôles... Alors, dans les abattoirs, les services vétérinaires sont là en permanence, mais généralement, c'est pour les questions d'hygiène ou d'estampiller les carcasses. Mais les vrais rapports, les vrais rapports d'inspection sur la question de la protection des animaux sont quand même assez rares. Mais bon, les services vétérinaires sont quand même là, donc ils voient ce qui se passe. Donc c'est pour ça que souvent on fait des recours contre les services vétérinaires, parce que quand on montre qu'il y a des violations flagrantes de la réglementation, ça veut dire qu'ils ont laissé faire. On a déjà d'ailleurs obtenu 3 condamnations de l'État rien que l'année dernière sur ce volet-là. J'allais justement y venir, si tu peux après justement développer un peu sur la... Vas-y, je te laisse finir, je vois que tu... Ouais, et juste dans les élevages, c'est juste pour dire au niveau du taux de contrôle, dans les élevages, l'objectif du ministère de l'Agriculture, c'est de contrôler 1% des élevages par an sur la question de la protection des animaux. Ça veut dire qu'un élevage est contrôlé une fois tous les 100 ans. Sachant que quand les services vétérinaires vont contrôler un élevage, s'ils constatent des non-conformités, généralement, il n'y a pas de suivi. Les services de l'État se sont déjà fait taper sur les doigts par les autorités européennes. Il n'y a pas de suivi et généralement, du coup, alors sauf vraiment des cas graves, quoi, ou des signalements voilà, où ils sont obligés de montrer qu'ils agissent. Mais généralement, les contrôles sont à ce niveau-là. Et ça, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Agriculture, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire ce 1% des contrôles en élevage. Donc quand on a des mouvements d'agriculteurs qui disent on est écrasé sur les normes et tout ça, en tout cas, c'est pas sur la question de la protection des animaux qui sont écrasés sur les normes ou surcontrôlés, quoi. Ça me fait juste... J'allais justement te demander après si tu peux nous parler un petit peu justement de ces cas de condamnation de l'État, ce que ça implique, etc. Mais juste, tu parles de protection des animaux et ça me fait marrer parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'avais trouvé un fascicule d'Interbev et puis le fascicule s'intitulait La protection des animaux à l'abattoir et c'était un truc d'Interbev et ça m'avait fait rire parce que du coup, protection des animaux dans un endroit où justement on les tue, j'avais trouvé ça assez cocasse, malheureusement cocasse, tristement cocasse comme expression et comme langage utilisé par l'industrie pour euphémiser en fait ce qui se passe dans les abattoirs et pour bien justifier derrière toutes les saloperies qu'on fait aux animaux.
Mais C'est même l'intitulé du règlement sur les abattoirs, hein, c'est ouais, c'est ça, ouais. protection des animaux dans les abattoirs. Mmh. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, de ce que ça implique comme, voilà, les enquêtes qui ont débouché sur des condamnations, de l'État, donc des condamnations, je sais pas, des abattoirs confirmés, ce genre de choses. Comment ça se passe? Est-ce que tu sens que ça va un petit peu dans le bon sens par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression que je sais pas si on peut dire l'État, la société en général, condamne plus facilement, mais en tout cas, permet plus facilement de faire fermer des, je sais pas, des abattoirs, voilà, de légiférer contre ce genre de certaines pratiques. Est-ce que tu as l'impression que ça va dans le bon sens et que l'État ça va dans le bon sens ou pas spécialement? C'est quoi ton ressenti, je sais pas, en 15 ans d'enquêtes sorties et de quelques condamnations, j'imagine assez anecdotiques quand même, de ce type d'établissement? Ouais, on est d'accord, c'est anecdotique. On a obtenu des fermetures d'abattoirs, mais généralement, c'est pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois dans les cas les plus C'est entre guillemets, pas extrêmes, mais c'est voilà. jamais définitif? Ou L'abattoir d'Alès, ils ont fermé la chaîne d'abattage des bovins, des chevaux. On a eu une autre fermeture d'une chaîne. C'est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Alors, généralement, c'est des problèmes de structure, donc ils changent deux, trois trucs et puis ça redémarre, quoi. Ils ont de nouveau l'agrément, ils peuvent redémarrer. Mais bon, c'est pas la stratégie, hein. De toute façon, Mmh. notre stratégie, c'est pas de faire fermer les abattoirs les uns après les autres. Il n'en reste que quand on a une décision d'un service de l'État qui dit on retire l'agrément suite à une enquête qu'on a pu faire, ça donne une caution qui est quand même assez énorme. Ça donne une résonance médiatique aussi qui est très Mmh. importante. Et ça place le débat à un niveau qui du coup, est quand même intéressant. Donc, quand on a une réaction comme ça assez énergique sur une enquête, voilà, on va pas cracher dessus, quoi. C'est quelque chose qui est quand même intéressant. Au niveau de la réglementation, aujourd'hui, ça n'avance pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'évolution réglementaire. L'Union européenne avait promis, suite à une ICE, une initiative citoyenne européenne qui avait rassemblé plus d'1 million de signatures pour la fin des cages. Normalement, l'Union européenne devait légiférer à la fin de l'année 2023 là-dessus. Et il n'y a eu aucun texte. Ça a été une reculade. C'est-à-dire que toutes les avancées, en fait, il faut voir les avancées comme une question de rapport de force, hein. C'est Bien pas sûr. autre chose que ça. C'est pas autre chose que ça. Donc, c'est pas l'opinion du public. Et comme je disais tout à l'heure, hein, sur l'élevage intensif, on a plus de 90% des gens qui sont opposés à l'élevage intensif, des poulets, des cages, etc. Et on a 80% des animaux qui sont élevés dans ces conditions-là. Donc on a un défaut de démocratie qui est tellement criant à l'endroit des animaux d'élevage. Donc, et pourquoi ça? C'est parce que simplement des intérêts publics, des puissances politiques qui font qu'aujourd'hui il n'y a pas d'évolution de la réglementation. C'est très très compliqué aujourd'hui dès que vous avez un texte. Et généralement d'ailleurs, c'est aujourd'hui au Parlement européen, c'est plutôt les partis de droite qui ont le pouvoir, hein, qui ont la majorité. Et aujourd'hui, ces partis-là ne votent pas comme leur électorat le demande, parce que quand on fait les sondages, les gens qui votent à droite sont aussi opposés à l'élevage intensif en grande majorité. Et hélas, ils ont les oreilles grandes ouvertes aux puissances, aux lobbies de l'industrie, de l'agroalimentaire. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec les manifestations qui ont traversé la France là, dans les dernières semaines. C'est le syndicat agricole, la FNSEA, qui dirige totalement le mouvement. Et la FNSEA, si on s'arrête un petit peu sur ce syndicat-là, c'est le syndicat qui aujourd'hui co-gère l'agriculture avec les différents gouvernements qui se succèdent en France, co-gère l'agriculture depuis 50-60 ans. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se placer au niveau politique, à se placer dans toutes les commissions qui sont, par exemple, d'attribution des terres, l'attribution des prêts, dans les chambres d'agriculture. Voilà, ils ont infiltré tous ces milieux-là, enfin, ils ont les postes dans tous ces milieux-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, un ministre de l'Agriculture ne peut faire que ce que commande la FNSEA, quoi. D'ailleurs, on l'a vu, hein, ce qu'a fait ce que les tracteurs, enfin, le mouvement des dernières semaines a été totalement piloté par la FNSEA et on voit bien que le mouvement agricole peut se permettre de bloquer des autoroutes avec des tracteurs, d'incendier des bâtiments, de développer énormément de violence, là où aucun autre mouvement en France ne pourrait faire des choses pareilles, quoi. Et la FNSEA, est-ce que la FNSEA défend le monde agricole? Quand on voit qu'on a presque deux suicides par jour, qu'on a des taux d'endettement qui vont entre 250 000 et 400 000 euros, qu'on a un tel malaise aujourd'hui, plus le modèle qui va pas du tout pour l'intérêt général, quoi. Donc c'est quand même un gros fiasco, et on en parlait tout à l'heure des subventions et tout ça. Mais la FNSEA, elle roule pas pour les éleveurs, les agriculteurs et le monde agricole. La FNSEA, elle roule pour l'agroalimentaire, tout simplement.
Si on regarde par exemple les céréaliers, parce qu'aujourd'hui c'est les cultures végétales, Paradoxalement. Mhm. paradoxalement, c'est les céréaliers, tous ceux qui font les cultures végétales qui ont le pouvoir au sein du syndicat. Donc ils ont fait, la FNSEA, elle est organisée en associations spécialisées. C'est-à-dire que vous avez des regroupements de tous les céréaliers, par exemple tous les oléoprotéagineux, par exemple ceux qui font le soja, le pois et tout ça. Et puis vous avez à côté tous ceux qui font le maïs, tous ceux qui font les céréales. Par exemple, tous ceux qui font les oléoprotéagineux, donc c'est une association spécialisée qui s'appelle la FOP. Et la FOP, elle a créé une industrie qui s'appelle le groupe Avril, qui s'appelait avant le groupe Ah, bien Sophie sûr, ouais. Protéol, qui s'appelle D'accord. le groupe Avril. Donc le conseil d'administration du groupe Avril, ce sont des gens de la FNSEA, ils sont à la fois dans le conseil d'administration de la FNSEA, et comme la FOP, le président de la FOP est généralement président du groupe Avril. Ce qui fait qu'en fait, ce groupe Avril, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'huile, donc l'huile Le Sieur, etc. Donc c'est déjà, voilà, c'est l'agroalimentaire. Et il fait notamment le groupe Sanders, enfin, il a une filiale qui s'appelle Sanders, qui vend la nutrition animale pour les éleveurs. Ce qui fait que le syndicat, la FNSEA, une de ses filiales, donc le groupe Avril, est l'acteur majeur principal de nutrition animale aujourd'hui en France. C'est-à-dire que le groupe Avril vend aux éleveurs, il fait de la marge aux éleveurs sur la nutrition animale. Donc c'est un peu comme si vous aviez la CGT qui à la fois est censée défendre voilà, les employés, les ouvriers, et qui à la fois siège dans les comités de direction des entreprises. Ouais, ouais. C'est exactement la position de la FNSEA. Donc pour toute la branche de l'association spécialisée de la FNSEA sur les oléoprotéagineux, ils ont le groupe Avril. Donc voilà, ils font évidemment les huiles, ils font les tourteaux, donc la nutrition animale, ils font aussi tout ce qui est carburant vert, entre guillemets. Donc voilà, ils ont des billes, du coup c'est pour ça qu'ils ont fait des partenariats avec Total. Donc voilà où est la FNSEA. Et par ailleurs, tous ceux qui ont fait les céréales, par exemple, ils ont une association spécialisée aussi sur les céréales. Eux, ils font un fonds d'investissement, et ce fonds d'investissement arrose absolument toutes les marques de l'agroalimentaire. Ils investissent, ils prennent des parts dans toute l'agroalimentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez les manifestations des agriculteurs, les agriculteurs, à qui ils vendent? Ils vendent à l'agroalimentaire. C'est-à-dire que c'est l'agroalimentaire qui fixe les prix. Alors, est-ce que les agriculteurs vont manifester devant les entreprises agroalimentaires? Non. Ils vont manifester sur les parkings des supermarchés. Mhm. Parce qu'en fait, la ligne de front, de bataille pour la FNSEA, c'est entre la grande distribution et l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça qu'elle déplace le champ de bataille ici, qu'elle envoie ses fantassins, les agriculteurs, défoncer des parkings de supermarchés, voilà. Et donc ça c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que la réglementation, elle n'est pas vraiment avancée, parce que le lobby du monde agricole est tellement puissant sur le monde politique que obtenir rien qu'une petite réglementation pour interdire les stalles pour les truies, par exemple, ou agrandir les cages, ou interdire une pratique du Moyen-Âge aujourd'hui, c'est très 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 compliqué, c'est un peu la face nord. Ouais, après, je suis pas sûr, je suis juste pas sûr aussi qu'on ait spécialement des politiques qui soient particulièrement concernés par la question. Après, moi, j'invite juste les gens à regarder. Le 114 avait diffusé un classement, avait créé et diffusé un classement sur certains critères, sur les programmes à la présidentielle, par exemple. Voilà, les programmes des différents, disons, des différents candidates de partis vis-à-vis de la cause animale. Et ce qui permettait justement de jauger un petit peu, voilà, qui semble concerné par la question au niveau des programmes et à faire des choix de vote par rapport à ça. Ce qui effectivement, tu dis, on n'a pas vraiment le pouvoir de faire grand chose à l'échelle voilà, de la société individuelle. Ça reste au niveau politique, mais au niveau politique, après, c'est aussi notre responsabilité en tant que voilà, votant, citoyen, d'aller mettre dans l'urne voilà, des noms de personnes dont le programme permettrait d'avancer ces choses-là. Et d'ailleurs, je voulais justement dire, comment tu sens au sein de l'Assemblée nationale l'évolution de la cause animale? Bon, maintenant il y a Aymeric Caron qui souhaite proposer voilà, l'abolition de la corrida. Bon, ça avait été un petit peu un fiasco la première fois en raison du système d'amendement à chaque fois qui met un petit peu le bazar dans les assemblées. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, comment tu sens voilà, au niveau des députés, la cause animale? Est-ce qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes qui se profilent au niveau des différents partis? Bon, évidemment au niveau de la gauche surtout. Mais voilà, comment tu sens par rapport à ça? Encore une fois, depuis 15 ans voilà, que les 114 existent, comment ça a évolué par rapport à ça? Est-ce qu'on a vraiment, si tu veux, une représentation au sein de l'Assemblée nationale, comme ça devrait être le cas au principe, voilà, des évolutions de la société, des mœurs de la société? Alors que, comme je te disais tout à l'heure, on a un défaut démocratique qui est absolument criant, puisque quand on fait des sondages d'opinion, on est
à l'opposé des pratiques d'élevage. Et quand on essaye de faire des propositions, enfin quand il y a des députés qui font des propositions législatives et tout ça, si elles sont pas dans le cadre du pouvoir justement de ce que veut le monde agricole, ça ne passe pas quoi aujourd'hui. C'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Le pouvoir politique, il est très très faible et finalement les politiques au pouvoir font ce que la profession agricole leur demande de faire en fait, hein. C'est tout simplement ça. C'est un peu pour avoir la paix sociale par exemple. Enfin, on l'a vu là, mais c'est aussi pour servir des intérêts parce que de services. Enfin, en tout cas, au niveau politique, c'est très compliqué aujourd'hui de faire avancer les choses. Après, là où je vois une différence moi, entre le début où j'ai commencé à militer et maintenant, c'est que avant, quand on parlait de protection des animaux, on pensait aux animaux de compagnie, les chats, les chiens, les abandons, peut-être la corrida, peut-être un petit peu l'expérimentation animale, mais l'élevage était quasiment absent. Il y avait deux organisations qui militaient pour les animaux d'élevage, mais c'était un peu, c'était pas un débat public très très fort. Aujourd'hui, on voit en tout cas qu'au niveau politique, la question animale devient une vraie question et que de plus en plus de partis aujourd'hui ont des propositions sur ces questions-là. Donc ça, c'est une vraie évolution. Disons qu'on va dire que c'est un peu le début. Et je pense que dans quelques années, peut-être qu'on pourra récolter les fruits de ce travail de fond qui est fait sur la question politique aussi. Alors nous, justement, avec les 214, on fait des enquêtes, mais on fait pas que ça. On a plein d'autres campagnes, notamment au niveau politique. On a un site qui s'appelle Politique et Animaux. Justement, Donc je voulais le placer à un moment donné et dire il faut absolument parler de ce site-là et de ce que les gens peuvent faire absolument. justement sur ce site. Mais vas-y, je te laisse du coup développer. Ouais, c'est un gros boulot. Bah, si vous tapez politique et animaux, les deux mots, dans un moteur de recherche, c'est le premier résultat qui sort. Et on essaye de référencer toutes les prises de position des politiques. Donc c'est classé au niveau des députés, des mairies, voire des grandes mairies, des personnalités politiques. On essaye de les noter. Alors c'est assez complexe la notation, mais en fonction de leurs déclarations, en fonction de leur vote surtout. Parce que avoir des déclarations, c'est joli, mais c'est quand une personne politique est au pouvoir, c'est savoir qu'est-ce qu'elle va faire pour la question des animaux. Et on Carrément. essaye de noter comme ça, quoi. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui, grâce à ce site et cette veille qui est quotidienne, on arrive à tracer un peu un portrait des différents partis politiques et qui sait qui joue pour les animaux, qui sait qui ne joue pas pour les animaux. Et là, par exemple, on sait que aujourd'hui, les deux principaux partis alors je parle dans les gros partis Oui, bien qui sûr. effectivement s'engagent pour les animaux, on a ELV qui est dans notre décompte à 17,7, alors, presque 18 sur 20 sur la question des animaux. Et puis LFI qui est à 17 sur 20, 16,7 sur 20 sur la question des animaux. Donc là, en fait, c'est une note qui va rassembler toutes les personnes politiques qui sont rassemblées sous ces obédiences-là, des déclarations, des propositions de loi et tout ça. Et ensuite, on a hélas le parti au pouvoir Renaissance donc, qui est à 8,5 sur 20 sur la question des animaux. Donc ouais, c'est assez catastrophique. Après, on a le Rassemblement national qui est à 7,3 sur 20, donc qui est assez catastrophique aussi sur la question des animaux. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand on regarde dans les sondages, on peut regarder un peu plus précisément en fonction de la catégorie socio-professionnelle, de l'âge, mais aussi on peut regarder au niveau de comment votent les gens. Donc voilà, si les personnes qui sont interrogées disent moi je vote plutôt à gauche, plutôt à droite, nanana. Et quand on regarde les chiffres des pourcentages, on voit qu'il n'y a pas d'écart flagrant, ni entre d'ailleurs les gens qui habitent à la campagne ou les gens qui habitent à la ville. Sur l'élevage intensif, sur les pratiques, les pires pratiques d'élevage intensif, les gens sont opposés. Les gens sont opposés à la corrida à 75%, et on voit que quel que soit leur vote, ils sont aussi opposés à la corrida. On le voit aussi sur la chasse. Voilà, on a bien des 8 Français sur 10 qui sont favorables au fait que, je sais pas, les vacances scolaires, le dimanche, soient sans chasse, par exemple. Et c'est des réglementations. Pour les faire passer au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il faut s'accrocher, quoi. Elles passent pas, aujourd'hui. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on peut parler, du coup, je crois que je voulais en parler tout à l'heure, mais je crois qu'on a un peu skippé ça, mais par rapport je sais pas si, le statut, on va dire, de lanceur d'alerte, cette fonction de lanceur d'alerte que vous avez, j'y pense parce qu'on parlait justement des députés. Je sais que Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, s'était introduit dans un élevage illégalement il y a quelques temps. Bon, c'était avec une autre asso à l'époque, je crois que c'était avec DXE, voilà, qui avait justement fait qui avait effectué ce rôle de lanceur d'alerte, mais en tant que député. Vous, comment ça se... Enfin, est-ce que vous... Est-ce que... Enfin,
je parle toi, mais l'assaut en général, est-ce que vous vous sentez assez exposé? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a quand même une protection de la loi? Est-ce que ce statut-là, il est quand même bien vu en France? Comment est-ce que tu peux nous parler vite fait voilà, un petit peu du rôle de lanceur d'alerte en 2024, en tout cas en ce qui concerne l'exploitation animale? Comment c'est perçu? Et justement, on pourrait peut-être revenir rapidement sur l'épisode justement avec le maire, je crois que du coup c'était de Craon, qui a publié un communiqué suite à une enquête dans un abattoir en fustigeant vraiment ce rôle de lanceur d'alerte. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors la protection des lanceurs d'alerte, en ce qui nous concerne, elle est, 0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, un lanceur d'alerte aujourd'hui, il n'est pas protégé, parce qu'il y a une loi qui est très timide sur la protection des lanceurs d'alerte, mais en fait, quand tu regardes dans le détail, il faut, d'abord avertir ta hiérarchie, enfin, il faut faire plein de choses, nanana. Et en fait, nous, on s'aperçoit que, la seule chose qui marche pour le moment, on va dire pour des cas d'infraction à la réglementation et tout ça, c'est que les images soient rendues publiques. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Nous, on a essayé sur certaines enquêtes d'avertir les services vétérinaires, même d'envoyer un courrier à l'éleveur. Voilà, et tout ce qu'on a eu, c'est des démarches juridiques. D'ailleurs, il y en a une qui a fonctionné, on a été condamné, on n'a pas pu diffuser les images publiquement sur un élevage de poules pondeuses, je me souviens bien. On a été condamné parce qu'on avait fait cette démarche de communiquer avant la diffusion publique. Et puis, il a fallu attendre 2 ans pour avoir de nouvelles images de cet élevage de poules pondeuses qui a fermé définitivement. Pour le coup, 300 000 pondeuses en cage. On a perdu 2 ans, quoi, finalement, en essayant de faire autrement. Donc, depuis, nous, on a appris que la seule chose pour faire bouger les choses, pour faire bouger les services vétérinaires, c'était de montrer des images. Donc, effectivement, les lanceurs d'alerte, c'est crucial pour une société, pour la question animale, c'est crucial parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la réglementation. Si on lit la réglementation, on a l'impression que les animaux sont élevés, tués dans des bonnes conditions, voilà, que tout va bien, qu'on mange de la viande heureuse et tout ça. Donc c'est un peu le conte de fées qui est raconté. Et du coup, si on n'a pas c'est un des grands rôles de l'assaut, c'est d'informer, hein, c'est juste de montrer parce que quand on montre, après, il y a pas besoin de dire grand chose, hein. Les gens ils sont horrifiés par ce qu'ils voient et voilà, mais c'est compliqué d'avoir ces images là et les lanceurs d'alerte aujourd'hui, ben, nous la seule chose qu'on voit alors il y a quelques lanceurs d'alerte qui assument le fait de parler face caméra. Je pense notamment à Mauricio sur l'abattoir Mhm. de Limoges par exemple, mais lui derrière son projet c'était d'arrêter, c'était de sortir et de plus travailler dans l'abattoir parce que s'il avait voulu continuer son boulot, s'il avait été et encore ça a été compliqué pour lui de trouver une reconversion professionnelle et donc mais il a eu ce courage de témoigner, notamment parce que son fils lui a demandé, lui a dit ah, mais papa fait quelque chose, donc je pense que ça l'a ça l'a motivé grandement et sinon la règle générale nous c'est que les lanceurs d'alerte veulent rester anonymes, on les comprend tout à fait parce que sinon ils n'auront aucune protection juridique, aucune protection pour leur emploi et même ça va être compliqué de trouver un emploi dans la filière s'ils sont identifiés par la filière. Donc nous après on a un peu 3 manières de faire des enquêtes. Soit on a on fait des enquêtes un peu comme ferait un journaliste. Voilà, on essaye d'avoir des informations, on essaye peut-être des fois des enquêtes prétextes, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on travaille pour une asso de protection animale, mais on essaye de trouver un pipeau pour dire autre chose. Moi j'en ai fait pas mal au début de l'asso, étudiant vétérinaire ou des choses comme ça, voilà, pour pouvoir filmer le gavage. Alors ce qu'on devrait filmer facilement en fait. Soit on se fait embaucher dans des lieux. Par exemple, c'était le cas dernièrement avec un abattoir de Bigard, hein, donc pour la marque Charal, où c'est un enquêteur de l'assaut qui s'est fait embaucher au niveau des services vétérinaires et qui a pu filmer les modes d'abattage des bovins, qui a pu filmer aussi le prélèvement du sang sur les fœtus de veau, qui est un truc vraiment incroyable, quoi. Mhm. Donc soit on s'infiltre dans les abattoirs, moi j'avais fait ça au début de l'assaut, hein, j'avais bossé dans un abattoir Charal pour filmer les modes d'abattage. Soit c'est des personnes qui travaillent dans les lieux et qui à un moment donné ont essayé de faire des choses mais qui ont été infructueuses, en vain on va dire, et qui se tournent vers l'assaut pour dire bah voilà, moi je suis choqué par ce que je vois dans l'abattoir, dans cet élevage, et qui nous contactent et à partir de là bah, on fait notre boulot pour voir si le témoignage est sérieux, si bien sûr on n'a pas le droit à l'erreur, hein, c'est-à-dire que nous on doit avoir des preuves de date, on doit avoir des preuves de lieu, on doit absolument s'assurer que les images qu'on diffuse soient conformes à la réalité des pratiques. On n'a jamais été pris en défaut là-dessus parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Mais aujourd'hui, voilà, c'est compliqué parce que même si effectivement tu as l'impression qu'on sort souvent des enquêtes, mais c'est des images qui sont quand même rares, quoi, parce que on pourrait, si on pouvait rentrer dans les abattoirs, s'il y avait une transparence, on pourrait faire un film d'horreur par jour, Bien sûr, bien avec sûr. des centaines, quoi. Voilà. Donc ce qu'on montre, alors ça correspond aux pratiques
routinière, parce que généralement, ça peut être des caméras qui sont installées dans un coin d'une salle d'abattage. Donc on montre vraiment la réalité de ce qui se passe. Mais c'est effectivement très, très, très compliqué. Mais quand on y arrive, c'est un choc. Ah, c'est un choc parce que les gens, je crois que tout le monde, la majeure partie des gens, à part peut-être quelques tueurs en série, seraient d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter, tuer les animaux sans nécessité, quoi. Voilà, Ça semble, c'est une évidence pour ça tout le semble monde. trivial, effectivement. Mm. Vous avez beaucoup de procès, j'en ai déjà parlé la dernière fois avec Brigitte Gauthier, mais vous avez toujours beaucoup de procès en cours. Comment ça se passe? À chaque fois que vous avez une enquête qui est diffusée, on sait que c'est L114 qui diffuse l'enquête. Est-ce qu'il y a un procès quasi immédiat qui est mis sur la table ou contre L114? Comment ça se passe par rapport à ça? Tu peux nous en parler vite fait? Beaucoup de menaces. Généralement, effectivement, quand on sort une enquête, c'est bien rare si l'abattoir, la mairie, comme tu disais, pour l'abattoir de Cran, parce que c'est un abattoir municipal, menace de porter plainte. Jusqu'ici, on s'en est pas trop mal sorti. Moi, j'ai eu une condamnation, mais j'étais en flagrant délit sur un abattoir de Houdan. J'avais Oui. été récupérer une caméra qui tombait, et puis comme la caméra était tombée dans la journée, les gendarmes nous attendaient le soir au moment où je suis allé la récupérer avec un ami. Donc là, j'ai eu une condamnation, mais généralement, en fait, c'est compliqué. En fait, ils essayent de faire une enquête pour savoir qui a été le lanceur d'alerte. Et heureusement, on essaie de tout faire pour que les personnes ne soient pas identifiées. Donc généralement, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Après, nous, on fait des plaintes et on obtient des condamnations. Et ça, c'est intéressant. Au niveau le niveau juridique, honnêtement, c'est un niveau dans lequel je passais pas beaucoup d'espoir avant. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des procureurs, enfin une indépendance de la justice. Hein, évidemment, elle est poreuse à ce qui se passe dans la société, mais on arrive à obtenir des condamnations. Par exemple, la coupe des queues des cochons. Alors ça, c'est quelque chose, par exemple, voilà, au niveau de la réglementation, tu lis la réglementation et tu vois que la coupe routinière des queues, elle est interdite dans les élevages de cochons. Sauf que quand tu regardes dans les élevages de cochons, tous les élevages de cochons coupent la queue des cochons dans les élevages parce que les animaux, les cochons sont entassés les uns sur les autres au moment de l'engraissement et que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est tirer les cochons les uns des autres, donc ça fait des infections. Ça, c'est simplement dû à la promiscuité. Hein. Donc ils préfèrent couper les queues plutôt qu'évidemment avoir des blessures dans les élevages qui vont s'infecter et tout ça. Donc je comprends la démarche de l'éleveur. Dans ce cadre-là de l'élevage intensif, en gros, voilà, il n'a pas le choix de faire autrement. Sauf que la réglementation, elle dit que c'est interdit de manière routinière. Et normalement, ils doivent enrichir, ils doivent mettre des matériaux manipulables, enfin enrichir le milieu pour que les cochons aient autre chose à faire que se tirer la queue les uns les autres ou les oreilles, etc. Donc en pratique, c'est pratiqué tout le temps. Et ben, on a réussi, grâce à une décision de loi, à faire condamner des élevages la pratique de la codectomie des cochons. Alors pour le moment, on a eu une décision en première instance, on a gagné, on a perdu en appel. Une autre démarche, on a gagné en instance, on a gagné en appel. Enfin, on essaie de construire une jurisprudence simplement pour avoir une application de la réglementation. Ouais. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire à quel point c'est long, la justice, c'est long. Ça prend des années avant d'obtenir simplement un truc qui devrait être acquis avec la réglementation, quoi, pratiqué dans la pratique. En parlant Donc de, voilà. en parlant de l'évolution de pratique, bon, il y a eu comment ça s'est passé au niveau du bourrage des poussins, donc ça a été interdit. C'est quand même une mesure. Alors tu vas me dire si j'imagine que tu vas pouvoir nous dire si c'est quel est enfin si c'est déjà appliqué, s'il y a un temps entre guillemets un temps de latence où les gens, on va dire que peut-être les couloirs ont jusqu'à je sais pas 2025 pour appliquer totalement la loi. Est-ce que tu peux nous dire ça? Et si c'est le cas, en tout cas, ça constitue quand même une avancée non négligeable puisque ça, voilà, c'est 50 millions de poussins mâles dont la vie n'est plus, enfin, est entre guillemets épargnée, si je puis dire. Donc, ils sont pas, voilà, ils ne viennent pas au jour, mais en tout cas, ça fait 50 millions d'individus qui ne sont plus tués chaque année. C'est déjà, ça peut être considéré quand même comme une avancée assez grande. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Et je sais que par exemple et nous rappeler effectivement que par exemple pour les canetons, c'est pas le cas, qu'il y a encore du gazage, etc. Enfin voilà, est-ce que tu peux un peu nous faire le tour de cette question-là, si tu as encore une fois les données en tête? Ouais, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ça fait penser que des petites avancées aujourd'hui ont un impact énorme en termes de nombre d'individus. C'est-à-dire que Mhm. sur la question animale, la question de l'élevage écrase tout le reste en vrai. Bien sûr, il y a des victoires symboliques à aller chercher sur la corrida, sur d'autres secteurs. Mais en termes d'un nombre d'individus et de souffrance, la question des élevages, c'est juste colossal. C'est pour ça que c'est super intéressant aussi de s'engager sur ce mouvement-là, parce qu'on peut gagner beaucoup de choses en ayant des petites avancées. Et là, effectivement, l'interdiction, elle est appliquée, elle est en œuvre aujourd'hui. Les couloirs, alors les couloirs pour les
poules pondeuses de consommation. Il y Oui. a, voilà, Oui, 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 la ouais. victoire n'est pas totale, mais pour les poules pondeuses de consommation, effectivement, il doit y avoir un mirage, un sexage dans l'œuf, et ce qui fait que les œufs où on a normalement un coq qui naît, ils sont écartés, ils sont détruits. Donc du coup, et c'est pour ça qu'on se bat, hein, finalement. C'est pas tellement pour libérer des animaux d'élevage, parce que c'est un mot, le mot libération, mais on va C'est pas une image, libérer bien sûr. concrètement les animaux d'élevage. C'est l'objectif, c'est de pas faire naître des animaux pour qu'ils vivent une vie misérable comme celle-ci, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, surtout quand en plus c'est des animaux comme les poulets dont on parlait tout à l'heure, qui sont des chimères quelque part. C'est des animaux qui ne peuvent que vivre en souffrance, vu la sélection génétique et tout ça. Donc ces animaux, effectivement, vaut mieux qu'ils ne voient pas le jour, quoi, pour vivre une vie de souffrance et de misère. Et donc sur l'ovosexage, effectivement, c'est quelque chose qui est appliqué dès maintenant par les couvoirs, donc c'est une vraie victoire, c'est une vraie avancée. Après, c'est pas appliqué aujourd'hui. La filière a quand même réussi à obtenir des dérogations pour les poules pondeuses les poules blanches qui vont faire des œufs pour les ovoproduits. Donc c'est des œufs généralement qui sont un peu plus gros que les œufs qu'on retrouve dans les boîtes de consommation. Donc pour là, c'est pas encore, ils sont sortis du dispositif. Et comme tu le disais, il y a aussi les canards dans la production de foie gras, puisque on ne gaffe que les canards mâles. Donc de la même façon, les canetons femelles sont aussi broyés dans les couvoirs. Donc ça, c'est quelque chose qui est à gagner et qui n'est pas appliqué aujourd'hui, enfin qui n'est pas dans la réglementation. Ils sont écartés de la réglementation. Plus, en fait, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais les poulets de chair qui sont utilisés pour la viande, il y a aussi des filières qui font du sexage. C'est-à-dire qu'il y a des filières où, dans des bâtiments, on va séparer les mâles des femelles parce qu'on veut avoir des poulets lourds, par exemple, et donc on va plutôt utiliser les mâles pour faire de la découpe de poulets. Et ce qui fait que même pour les poulets de chair, il y a un sexage qui est fait dans les couvoirs. Et là, on n'a aucun chiffre du nombre de poussins qui sont éliminés dans les couvoirs, broyés et tués dans les couvoirs. Et il y a une grosse opacité là-dessus. Et si c'est possible, vu comme on a vu, c'est des centaines de milliers de poulets qui naissent chaque année en France. Et ce qui fait que même s'il y avait un petit pourcentage des poussins qui sont broyés au couvoir, ça ferait tout de suite des nombres assez colossaux, quoi. Donc il y a encore du chemin à faire là-dessus, mais c'est vrai que voilà, c'est une des rares avancées qu'on a eues dernièrement. Mais bon, on va pas cracher dessus. On a pas mal parlé des problèmes et je voudrais parler un petit peu des solutions, et en tout cas une solution qui semble intéressante, c'est notamment la viande cellulaire. T'en as parlé justement, on pourra vite fait en revenir dessus, mais tu as lancé récemment une série de vidéos là sur YouTube, sur la chaîne L214, et il y a une vidéo justement où tu en parlais. La viande de culture bovine, donc entre guillemets, vient d'être autorisée à la vente en Israël. Je sais que ça fait déjà quelques temps que à Singapour, la viande cellulaire de poulet est commercialisée dans les restaurants, etc. Où est-ce qu'on en est en France vis-à-vis de ça? Si tu as un peu d'informations là-dessus, est-ce que c'est plutôt encourageant? Je sais que Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, a tenu quelques mots sur la viande cellulaire, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. C'était pas super encourageant, c'était vraiment je crois que c'était vraiment un petit passage d'une intervention bien plus longue qui portait pas spécialement là-dessus. Je sais que le gouvernement d'extrême droite italien a récemment interdit sur son territoire je sais pas de la production, mais en tout cas au moins la vente, tout ce qui concerne la vente de viande cellulaire et de consommation. Même si après, il me semble que l'Union européenne a son mot à dire par rapport à ça en Europe voilà, pour des questions de concurrence et tout. Voilà, est-ce que tu as des informations à nous donner par rapport à ça en France, la viande cellulaire, sur le plan politique, etc. Est-ce que c'est plutôt encourageant pour l'instant? Est-ce qu'encore une fois, il va bien falloir choisir pour qui on vote pour être sûr qu'on se fasse pas entre guillemets entourlouper par rapport à ça? Enfin voilà. Alors effectivement, elle est interdite avant même d'exister, quoi, la viande de culture. C'est le cas en Italie. Voilà, c'est Marc Fesneau qui est aussi contre, s'est fait doubler par sa droite, on va dire. Ah, Marc Fesneau est Sur ce littéralement contre la viande de culture. Enfin, en tout cas, Ouais, il s'est ouais. exprimé là-dessus, Ouais, c'est d'accord. ça. En fait, Ok. parce qu'aujourd'hui, tu veux justement les filières, aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, encore une fois, on revient, hein, la FNSEA et l'agroalimentaire, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de voir ces alternatives exister, bien que ce sont quand même les filières. Par exemple, aujourd'hui en France, c'est Grimaud qui est le numéro 1 de la sélection génétique, qui a des couvoirs et tout ça, qui fait des recherches et de l'investissement sur de la viande de culture. Donc, et de manière générale, je crois que c'est souvent ça. Alors, soit tu as des startups qui se lancent là-dedans et qui essayent de trouver, notamment Gourmet en France, trouver des alternatives à base de viande de culture. Et puis, il y a aussi des énormes acteurs de filières sur la viande qui voient aussi que les problèmes que pose la viande et qui commencent à se positionner sur ce marché-là. Quelque part, c'est plutôt peut-être
peut-être un espoir hein, aujourd'hui que si demain ces filières-là décident qu'ils ont plus de marge et plus d'intérêt, plus d'argent à se faire en vendant de la viande de culture, ils vont réussir à la faire passer au niveau politique et tout ça. Donc pour le moment, les politiques actuels, Marc Fesneau et tout ça, ils ont plutôt envie de dire ah non, c'est une horreur la viande de culture, c'est pas, c'est pas naturel et tout ce qu'on veut. Classique. Ouais. Voilà, un coup classique, mais ça veut pas dire que demain, si la filière agroalimentaire demain va trouver que c'est sympa et qu'ils vont faire plus d'argent avec, les politiques suivront. Je ne me fais aucun souci là-dessus, entre guillemets. Et alors, la viande de culture, c'est intéressant. Alors, déjà, il faut dire que aujourd'hui, on peut déjà manger végétal. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la viande de culture. C'est pas à toi que je vais le dire, mais les gens qui nous écoutent, moi, je suis pas forcément à dire vivement la viande de culture, tout ça. C'est un peu dommage qu'il faille passer par là. Mais comme on sait par ailleurs qu'il y a plein de gens qui vont pas se passer de viande, qui vont pas vouloir végétaliser leur alimentation. Donc finalement, c'est pas pour les gens qui ont déjà fait la démarche de végétaliser leur alimentation ou des gens qui sont en chemin pour le faire que s'adresse la viande de culture. Elle s'adresse aux personnes qui consomment des produits animaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà dire. Parce que souvent, on nous dit que le 114 pourrait être le bras armé de la viande de culture, dans les délires de certains qui veulent essayer de nous faire porter des messages qui sont pas... Enfin, nous, L214 a commencé, la viande de culture n'existait pas. Enfin voilà, bon, bref, parenthèse. Donc je trouvais ça intéressant à expliquer aussi que c'est la filière viande souvent qui investit. Et voilà. Après, bien évidemment, si ça voit le jour et que ça... Parce qu'aujourd'hui, les coûts de production sont très forts. C'est vraiment un secteur qui est en devenir. Ça pousse très vite, très fort là-dessus. Il y a beaucoup de recherches, mais elles ne sont pas faites en France aujourd'hui. À la France, enfin, par des industriels français, il y a très très peu de choses qui sont faites. Aujourd'hui, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont toujours très forts, de toute façon, dans tout ce qui est agroalimentaire, hein, de manière générale, hein, que ça peut être d'ailleurs sur l'élevage intensif. Mais aussi, ils sont en train de reculer de façon drastique de ce modèle d'élevage intensif aujourd'hui, parce qu'ils voient à quel point ça fait des dégâts dans l'environnement, dans leur pays, leur petit pays. Qui c'est qui fait des recherches? Israël, beaucoup. C'est en pointe des recherches sur la viande de culture. Et du coup, il y a effectivement aux États-Unis et en Israël, au Singapour, comme tu le mentionnais, qui ont donné leur aval pour la distribution. Donc ça commence à être en pratique, ça commence à exister dans certains restaurants. Pas encore au niveau des B2C jusqu'au consommateur, mais business to business, ça commence aujourd'hui. Et avec une problématique d'ailleurs, il y avait aussi pour faire croître les cellules. Aujourd'hui, il fallait du sérum Fétal bovin, ouais. qui était utilisé, fétal bovin. Justement, on revient vers l'enquête de chez Bigard, justement. Hein, quand on prenait l'aspiration du sang des veaux dans les abattoirs, c'était justement pour récupérer le sérum fétal bovin qui est utilisé pour faire grossir les cellules. Aujourd'hui, des startups ont trouvé des possibilités de faire croître les cellules sans passer par des produits animaux du tout. Et c'est d'ailleurs le cas sur la société en Israël, là, qui a obtenu son agrément, j'ai oublié le nom, là, qui effectivement développe la viande de culture sans utiliser absolument aucun produit d'origine animale. Donc c'est effectivement super intéressant quand on voit le nombre d'animaux qui sont tués aujourd'hui, si on a été capable de développer cette industrie. En plus, qui pourrait, visiblement, c'est les promesses en tout cas, mais avoir des avantages en termes environnementaux, en termes d'usage d'antibiotiques, ce qu'on parlait tout à l'heure, donc on pourrait aussi avoir énormément d'avantages sur d'autres sujets. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut regarder de près, mais il y a d'autres alternatives qui sont faites aussi sur la fermentation de précision, par exemple, ou l'utilisation de champignons qui permet d'avoir une base protéine et 100% végétale qui est aussi très très intéressante. Il n'y a pas que la viande de culture. Aujourd'hui, je vois un peu sur ma veille sur les innovations. Côté végétal, la fermentation de précision, par exemple, est un secteur qui est très très prometteur aussi. Bah pour une population, disons, un peu plus niche, j'en avais parlé j'avais fait une vidéo sur l'hypertrophie, la prise de masse musculaire. Voilà, et puis j'avais parlé vite fait de la... Alors je sais pas si tu connais un peu ce que c'est la whey. Du coup, voilà, la protéine whey, qui est un peu ce que prennent tous les gens qui font de la musculation aujourd'hui. C'est vraiment la protéine par excellence dans le monde de la musculation. Et il y avait des entreprises américaines qui ont créé de la whey de synthèse. Voilà, donc à la base, c'est de la protéine voilà, qui vient du lait de vache. Et voilà, ça existe aussi en version aujourd'hui cellulaire, quoi. Donc il y a pas mal d'avancées effectivement comme ça qui semblent arriver, technologiques, qui pourraient quand même avoir un impact non négligeable effectivement sur le nombre d'individus exploités et tués, voilà, au sein de l'exploitation animale. Mais après, ceci étant
aujourd'hui, quand on y pense, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal, finalement, encore une fois, j'imagine à la FNSEA et pas mal de monde dans l'industrie agroalimentaire qui lutte fortement contre le simple fait d'utiliser des appellations comme steak ou lait pour les produits. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de ça aussi? Où en est la législation par rapport à ça? Il y a toujours une espèce de va-et-vient, c'est interdit, il y a un abonnement, c'est interdit, le conseil tranche pas, etc. Ça. On dirait que ce débat est un petit peu sans fin où c'en est aujourd'hui. Oui, oui, effectivement, alors en France, on attend, hein. Je crois qu'il y a eu une décision positive là d'une cour de justice, enfin une décision de justice, je me souviens plus sur la marque, mais parlé il y a pas longtemps, qui a gagné, par rapport à Interbev, je crois, qui avait attaqué, donc la profession sur la viande bovine, qui voulait empêcher d'utiliser l'appellation steak, mais donc du coup, steak végétal. Donc là, l'entreprise a gagné. On attend, je crois, au niveau de l'Union européenne justement et Marc Fesneau aussi, hein, voulait absolument interdire ces appellations-là. C'est pareil, ça, je pense que quand demain, si on reprend encore la FNSEA, via le groupe Avril, et ils ont Avril et Sophie Protéol. Sophie Protéol, c'est une partie du groupe Avril. Le groupe Avril s'appelait avant Sophie Protéol. Maintenant, la branche Sophie Protéol, c'est la branche d'investissement du groupe Avril, on va dire. Et ils investissent, par exemple, en Autriche, sur une entreprise qui fait des substituts à la viande. D'accord. Donc Ouais. c'est carrément fou. C'est-à-dire que demain, si ça se trouve, le groupe Avril, il va trouver super intéressant de pousser les protéines végétales. Et d'ailleurs, ils commencent, hein, ils font aussi ce secteur-là, ils investissent aussi. Et donc, voilà, si eux, ils décident que c'est super intéressant et qu'ils font plus de blé, plus de marge à vendre directement des protéines végétales aux consommateurs, ils feront sauter ces réglementations. Alors pour le moment, aujourd'hui, les gouvernements, ils ont plutôt envie de dire on aime les éleveurs, ceux qui nourrissent la France, ce qui est complètement aberrant, hein. D'ailleurs, ils nourrissent pas, qui font de la viande bovine, ils nourrissent pas de la viande. La France, ils gaspillent des ressources. Donc c'est vraiment dingue, mais c'est la réalité factuelle. Tout le monde agricole ne nourrit pas la France, il y en a qui gaspillent. Ça dépend, il faudrait vraiment regarder espèce par espèce, filière par filière. La filière bovine, aujourd'hui, même les cochons, tout ça, ils gaspillent de la nourriture qu'on pourrait manger directement en protéines végétales. Mais bon, bref. Du coup, aujourd'hui, le discours politique, c'est plutôt de défendre le monde d'élevage parce que c'est sympa et ça passe mieux au niveau du grand public et tout ça. Ouais. Donc, dès qu'ils ont l'occasion de taper sur les alternatives, ou de faire interdire une appellation, de faire interdire la viande de culture, je crois que c'était déjà le cas dans les écoles, des choses comme ça, même si ça n'existe pas. C'est une petite opération de communication qui est Ouais. intéressante et qui montre qu'ils sont en soutien du monde de l'élevage. On en est là aujourd'hui, hélas. Ouais. Écoute, je pense que ça fait pas loin d'une heure là voilà, donc je pense qu'on va bientôt pouvoir passer aux questions du chat. Juste, voilà, avant de terminer, est-ce que tu as des projets dont tu veux parler? Je sais que du coup, il y a la série de vidéos que tu fais, voilà, en ce moment sur la chaîne YouTube d'L214, qui marche plutôt bien. Si tu veux en parler vite fait, puis si tu as des choses dont tu voudrais parler, des actions, peut-être des sites dont tu penses que les gens doivent absolument les consulter. Je sais que Vegan Pratique, moi, c'est un site que je mets souvent en avant, hein, voilà, pour les gens qui veulent se renseigner, voilà, sur l'alimentation, sur un petit peu sur la nutrition, trouver des recettes facilement, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu veux plugger un petit peu en fin de conversation? Ouais, carrément, parce que on connaît beaucoup L214 par rapport aux enquêtes, mais on a parlé un peu du site Politique Animaux, on a effectivement le site Vegan Pratique, donc qui donne des conseils nutritionnels, on a un Veggie Challenge, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire et on va obtenir pendant un mois à peu près, je crois, des recettes, des conseils, des menus pour la semaine, des informations nutritionnelles, donc voilà, c'est aussi un site sur lequel on peut suivre. On a une démarche autour de l'éducation, on imprime notamment Mon Journal Animal, qui est aussi pour faire de la sensibilisation, on fait de l'animation dans les écoles, on fait aussi de la formation auprès des écoles hôtelières, ça c'est vachement intéressant. C'est-à-dire pour les futurs chefs qui vont travailler dans les cantines scolaires, dans les restaurants et tout ça. On va faire des animations pour montrer aujourd'hui comment on peut cuisiner végétal et montrer aussi le fait qu'il y a vraiment aujourd'hui, c'est un secteur qu'il faut, enfin, il y a une végétalisation qui va être à la marque, qui va arriver, c'est obligé, qui arrive déjà, qu'il faut se former à la cuisine végétale aujourd'hui. Donc on a ces démarches-là aussi. Et on a évidemment toutes les campagnes agroalimentaires. Alors là, ça c'est autant tout à l'heure on a parler un petit peu, ça peut être un peu plombant de dire au niveau politique c'est bouché, l'évolution de la réglementation c'est bouché, voilà. Mais là il y a un endroit où on a avancé et c'est les plus belles victoires et les plus belles avancées, c'est avec les supermarchés, l'agroalimentaire, la restauration hors domicile. Du coup on a une équipe agroalimentaire qui essaye d'obtenir des avancées comme ça. Par exemple, si on prend l'exemple des poules en cage, quand on a commencé avec L214, on avait en France 80% des élevages des œufs qui provenaient
promener d'élevage de poules sont élevées en cage. Donc c'est un sol grillagé, une feuille A4, on connaît ça, avec coupe des becs pour pas qu'elles se cannibalisent les unes les autres. Donc une des pires types d'élevage qui puisse exister. Et aujourd'hui, on est descendu autour en dessous de 40%, je crois, 37%, quelque chose comme ça, d'élevage en cage. Donc ça s'est écroulé, l'élevage en cage, aujourd'hui en France, grâce à l'engagement des supermarchés qu'on a obtenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les supermarchés, que ce soit Carrefour, Leclerc et les discounts, se sont engagés à ne plus commercialiser d'œufs de poules en cage d'ici 2025, donc c'est demain. Et c'est grâce à ça que la réorganisation de la filière s'est faite et que les cages vont quasiment disparaître. Alors ils ont remplacé par des systèmes qui sont vraiment pas bien. Hein. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est une filière qui est clean, loin de là, évidemment. Mais en tout cas, c'est une grosse avancée. Et aujourd'hui, les campagnes qu'on fait, c'est avec les poulets de chair. Donc voilà, c'est une priorité énorme. On a dit tout à l'heure, plus de 80% d'élevage intensif. Et là, on a obtenu aussi l'engagement de toutes les chaînes de supermarchés pour leur marque distributeur pour les poulets d'ici 2026 à respecter l'European Chicken Commitment. L'European Chicken Commitment, c'est une espèce de texte qu'on a mis en place avec plusieurs organisations au niveau international. Donc nous, on est un des relais en France. On est très actifs sur ces campagnes-là. Ce qui fait que les supermarchés, l'idée, c'est d'éliminer les pires pratiques d'élevage. C'est-à-dire quand les supermarchés, là, en 2026, se sont engagés à respecter le CC, ça veut dire que dans les élevages, par exemple, au lieu d'avoir 22 poulets par mètre carré, ils ne pourront pas aller au-dessus de 15 poulets par mètre carré. Alors ça va être encore l'enfer, mais vous imaginez la perte d'argent que ça peut être pour la filière. Donc c'est quand même intéressant. Ils vont avoir l'interdiction d'utiliser les pires souches à croissance rapide. Donc c'est une politique des petits pas, mais je crois qu'elle est super importante quand on s'intéresse vraiment aux animaux. C'est-à-dire que quand on sait qu'on peut pas passer de l'élevage aujourd'hui à rien du tout. Non, ça n'existe pas dans l'histoire. On peut prendre n'importe quelle autre lutte d'ailleurs. On ne va pas passer à l'Arabie Saoudite d'un pays qui exploite les femmes à un pays égalitariste du jour au lendemain. Ça va passer par des paliers. Pour la question animale, c'est exactement la même chose. On ne passe pas d'un système où on a 80% d'élevage intensif à une société végane du jour au lendemain. Donc c'est vraiment là où on a obtenu le plus d'avancées. Et donc on va continuer c'est pour ça qu'on était ce matin justement avec Nagui sur la place du Trocadéro, c'est pour obtenir un engagement de LDC sur ce volet-là, quoi. Donc voilà. Donc c'est un volet aussi sur lequel on travaille et qui est très important pour l'assaut. Et puis je pense que ce qui est important, c'est la question politique. Donc évidemment, la consommation individuelle, elle est importante, mais on ne va pas y arriver comme ça. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait, par exemple, des supermarchés. Notre prochain objectif, et on va s'y tenir pour les années qui viennent, c'est d'arriver à obtenir, de diminuer le nombre d'animaux tués, de diviser le nombre d'animaux tués par 2 d'ici 2030. D'ici 2030. C'est vraiment notre objectif qu'on pose cette année et qu'on va suivre sur les années à venir. Et pour obtenir... C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif qui est atteignable à notre sens. Et pour obtenir cet engagement-là, on va se tourner vers le supermarché. On va, de la même façon qu'on a produit donc l'European Chicken Commitment, on est en train de travailler sur une espèce de charte, un engagement qu'on va proposer au supermarché pour que d'ici 2030, ils aient réduit le nombre d'animaux tués par 2. Et ils savent faire, hein, il suffit de diminuer de réorganiser les rayons, de faire plus d'alternatives végétales, de diminuer la part des produits animaux dans les produits. C'est vraiment ce à quoi on va s'atteler, parce qu'aujourd'hui, hélas, autant sur les filières comme les poules pondeuses, les poulets de chair, on a obtenu ces avancées-là. Autant aujourd'hui en France, hélas, sur la consommation de viande, sur l'avancée des produits végétaux, du nombre d'animaux tués, on stagne, quoi. On a eu une érosion de 10% sur 10 ans à peu près sur la consommation de produits animaux. Mais là, on voit que sur les poulets, on est plutôt dans une croissance. Enfin, c'est terrible en fait le constat aujourd'hui qu'on a. J'étais très surpris il y a pas longtemps. Après, on terminera parce que ça commence à faire pour toi. Mais ouais, je me rappelle il y a pas longtemps, il y avait une vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube de Arte. On avait fait un react sur la chaîne Twitch. Et puis c'était sur le flexitarisme, voilà. Et puis il parlait de la consommation de viande dans des différents pays européens. Et je connaissais les chiffres de la consommation en France, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit d'autant plus élevée par rapport à celles des autres pays européens. J'avoue que j'étais assez surpris. Je savais qu'on était parmi les champions malheureusement de la consommation de viande, mais je pensais pas qu'on était autant au-dessus de nos voisins. Ça m'a un peu surpris. Mais ouais. Ouais. Et puis en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Angleterre, la transition vers une alimentation plus végétale est beaucoup plus rapide que ce qu'elle est en France. C'est ça aussi. Donc aujourd'hui, vu que je sais pas combien c'est, mais plus des 3/4 de la consommation se passe par les supermarchés. Donc le nœud, il est là en fait. On peut
penser ce qu'on veut des supermarchés, il y a consommation individuelle, mais c'est ici qu'on peut gagner des choses pour les animaux, vraiment. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien. Je pense qu'on peut passer à des questions du chat. Combien de temps tu as là? Tu as peut-être, je sais pas, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes max? Tu me dis, je crois pas Oui, qu'il y oui, aura, on je peut pense pas dire, qu'il y aura allez, beaucoup de questions, t'inquiète, hein, mais ok. Ouais, non, mais j'ai 10-15 minutes, ça voilà, s'il y marche. a des questions, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, je vais remonter un petit peu le chat, ou sinon, les gens, vous pouvez me poser les questions, reposer les questions maintenant si vous voulez, mais sinon, je vais remonter un peu le chat. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles concernant l'abattoir de Craon? Les images étaient particulièrement choquantes et j'ai l'impression qu'elles sont passées sous les radars. Alors, elles sont pas passées sur les radars. Ça, c'est... Par exemple, on a eu... ça faisait, je crois, 2 ans qu'on n'avait pas eu plus de 100 000 signatures à une pétition. Alors, peut-être qu'on pense qu'on veut des pétitions, mais c'est quand même un symptôme. Et là, on a dépassé les 150 000 pétitions sur les images d'écran pour demander la fermeture de l'abattoir. On a eu des millions de vues sur les vidéos. Donc, pour faire avancer le débat, c'est très important pour travailler de fond la question des animaux et montrer que voilà comment ça se passe dans les abattoirs, c'est très important. Après, sur la situation de l'abattoir de Cran en lui-même, on a déposé plainte, on va faire un recours contre l'État, donc ça va prendre un peu de temps. Mais aujourd'hui, il y a même malgré des déclarations du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, pour une fois, il a dit effectivement que les images montraient des non-conformités et qu'il fallait remettre la question du contrôle vidéo dans les abattoirs sur la table, en débat, qui entre nous ne va pas changer grand-chose. Donc, mis à part ça, on n'a pas d'informations comme quoi les pratiques d'abattage dans l'abattoir aient évolué, où il n'y a pas eu de fermeture comme on le demandait. Voilà. Donc, une réaction officielle un peu molle, très molle. Ça marche. Alors, est-ce qu'il y a une question de quête, est-ce qu'il y a une entraide entre les assos, donc j'imagine qu'on parle des assos de type L214, au niveau européen? Carrément. La campagne que j'ai énoncée tout à l'heure sur la fin des cages pour les poules pondeuses, c'est une campagne qu'on mène même au niveau international au sein de l'Open Wing Alliance. Donc c'est une alliance qui a été au départ mise en place par une organisation aux États-Unis et puis voilà qui a réussi à motiver plein d'autres associations et notamment au niveau européen. Et effectivement, on travaille avec ces associations-là pour obtenir, parce qu'en fait les sièges de l'agroalimentaire aujourd'hui c'est une dimension internationale et du coup quand on fait des campagnes on essaye d'avoir un tir laser on va dire sur des acteurs qu'on trouve cruciaux pour faire avancer la cause et le fait de pouvoir justement travailler ensemble ça permet d'obtenir des avancées parce que quand vous avez un grand groupe qui sait qu'il va être la cible de campagne un peu partout au niveau international, que voilà, au niveau de ces réseaux sociaux, les consommateurs vont réagir parce qu'ils sont visibilisés dans les médias, dans le débat public. Ça marche et on obtient vraiment des résultats là-dessus. Ok, alors j'ai plusieurs questions qui se rejoignent sur les écoles. Alors, est-ce que L214 arrive à entrer en contact avec les enseignants? Comment réagissent les enfants? Et j'ai une autre personne qui a posé une question assez similaire. Il y a eu beaucoup de réactions / opposition aux interventions L214 dans les établissements scolaires. Voilà, Oui, donc deux questions qui se absolument. rejoignent. Alors oui, on va dans les écoles de façon, soit dans des interventions dans les écoles. Donc heureusement, il y a des enseignants qui ont encore la liberté de pouvoir accueillir qu'ils ont envie d'accueillir. Mais effectivement, il y a eu une pression. Alors pareil, hein, c'est aujourd'hui les filières d'élevage et les filières agricoles, donc on parlait tout à l'heure, qui ont fait pression. Et du coup, on a eu un courrier du ministre de l'Agriculture, co-signé par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Éducation, là, il y a quelques années, pour repréciser qu'on n'avait pas d'agrément pour aller dans les écoles et pour décourager en fait les établissements de nous accueillir. Mais bon, on n'a pas d'interdiction d'intervenir dans les écoles. Donc on fait énormément d'interventions dans les écoles. On édite donc Mon Journal Animal qui est tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. On va dans les écoles hôtelières, comme je le disais tout à l'heure, et on a un site d'éducation spécifique et dans lequel on propose aussi des exercices, des mallettes pédagogiques, des ressources en fait, que les enseignants peuvent se saisir eux-mêmes de ces ressources et les utiliser dans les classes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant, puisque là, on parle sur les futurs consommateurs, donc ça peut être semer une petite graine. En tout cas, en fait, c'est ou maintenir, en fait, parce qu'on se rend compte que les enfants, et c'est une évidence, en fait, hein, on se bat pour quelque chose qui est évident, que les enfants
comprennent très très bien quand ils voient les animaux. Enfin, les images sont, les violences sur les animaux, les enfants sont choqués évidemment par ces images-là. Donc ça qui est compliqué aussi aujourd'hui, c'est qu'on se bat contre l'agroalimentaire qui va faire endormir en fait cette conscience que les enfants ont déjà assez rapidement, une évidence de l'injustice qui est faite sur les animaux. Est-ce que vous avez est-ce que ça vous arrive d'avoir des problèmes avec, je sais pas, des parents ou des directeurs d'établissement qui, voilà, qui peut-être, je sais pas, crient à la propagande, ce genre de choses, ou peut-être dans des lieux où il y avait de fortes influences de syndicats agricoles, par exemple. Oui, c'est ça. Non, c'est pas les parents, c'est les syndicats agricoles. D'accord. S'ils savent qu'on intervient dans une école et tout ça, ils vont essayer de se mobiliser, que ce soit la coordination rurale ou les FDSEA pour essayer de protester et d'appuyer leur. C'est vraiment le niveau politique, hein. Là encore. D'accord. Ouais. Gédéon demande 269, je pense que c'est 269 Libération Animale, a bloqué un abattoir en Belgique avant-hier. Quelle est la position de l'E114 par rapport à ce type d'action / collectif? Moi, je pense que la pluralité, elle est importante. C'est pas ce qu'on fait nous, mais je trouve que c'est important d'essayer des choses parce qu'on n'a pas la science infuse. Et quelque part, la seule chose qui compte, c'est d'avoir des résultats. Donc, si demain, il y a une asso qui a une stratégie qui est totalement opposée à celle de 114, mais qui obtient des résultats, nous, on est prêt à changer. Je crois que c'est ça qui est important, hein. C'est d'avoir une approche pragmatique. C'est d'essayer des choses, c'est d'essayer de militer avec intelligence. On a des outils aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, il faut se saisir de tout ça. Il faut tout ce qui peut faire avancer la cause le plus rapidement possible est bon à prendre. Si faire des opérations dans des blocages d'abattoirs à un moment donné, ce qu'a fait 269 en France, Libération Animale, ça a eu beaucoup de retentissement. Après, c'est des stratégies qui sont dures à tenir. Parce qu'en fait, c'est un peu la question de l'art de la guerre aussi, hein. C'est ça qui me pose question aujourd'hui, il faut choisir notre champ de bataille. Et aujourd'hui, on sait que l'État, par exemple, faire des manifestations dans la rue, de désobéissance civile, voilà, occuper un abattoir et tout ça, on sait que la répression va être très très forte derrière. Et du coup, il faut avoir les reins très très solides pour payer les amendes, voir des peines de prison qui vont arriver au bout de quelques blocages. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé en France, hein. C'est-à-dire que le mouvement 269 en France n'a pas duré très longtemps à cause de la répression. Et ça, on sait qu'il va y avoir cette répression, donc il faut aussi tenir compte de ça, quoi. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce qui a plus fonctionné, mais encore une fois, c'est un choix stratégique qu'on a, c'est d'aller challenger l'agroalimentaire sur les réseaux sociaux, sur leur image et tout ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on a obtenu le plus de résultats. Bien sûr. Quand on a obtenu Carrefour qui dit, bon ok, on ne vend plus de poules, d'œufs élevés en cage, de poules élevées en cage. Je veux dire, voilà, on l'a fait sans avoir de procès, juste en faisant des campagnes en quelques mois ou quelques années. Et voilà, et c'est énorme comme résultat. Aujourd'hui, nous, on n'a pas trouvé d'autres méthodes que celle-là pour le moment. Donc la désobéissance civile, c'est intéressant, ça peut au niveau du débat public et tout ça, parce que voilà, ça peut être spectaculaire à un moment donné. Mais est-ce que c'est durable comme action? Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça l'est. Mais d'un autre côté, voilà, faut tester. D'accord. Orochi, je vois que tu as posé un long truc là. Est-ce que tu peux pas poser ta question en des termes plus rapides, Orochi, par hasard? Attends, je pense que ça va être peut-être la dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est maintenant, hein. On va pas retenir Sébastien plus longtemps. Orochi demande en gros, est-ce que le 114 articule son sujet de lutte dans un contexte de lutte plus globale, entre parenthèses, écologie politique, lutte sociale, etc. Tu comprends un peu la question? Oui, je comprends la question. J'ai envie de dire oui et non. Alors, on essaye de garder la question animale haut, bien sûr, dans notre mobilisation, mais par rapport à l'objectif dont je te parlais tout à l'heure, qui va nous être notre campagne phare, c'est-à-dire de diviser par 2 le nombre d'animaux tués d'ici 2030, clairement, on va être sur cette question-là à la croisée de plein d'autres problématiques, évidemment environnementales, et d'ailleurs j'en ai parlé un peu, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, de santé publique, etc. Et du coup, c'est intéressant en fait de montrer que quand on va aller motiver les supermarchés à tenir cet engagement-là, on va mettre la question des animaux bien en avant, évidemment, mais on va dire aussi que regardez les rapports scientifiques. Aujourd'hui, si on veut diminuer notre impact sur le réchauffement climatique, il faut diminuer notre consommation de produits animaux. Et tel rapport scientifique
scientifique dit qu'il faut diminuer, d'ailleurs, généralement, ils disent diminuer la consommation par 2 d'ici 2030. Voilà, c'est un chiffre qui existe aussi sur d'autres problématiques. Et du coup, on espère bien qu'on va pouvoir trouver des alliés sur ce terrain-là pour pouvoir avancer sur cet objectif concret, pragmatique. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour faire de l'idéologie. Je sais pas comment dire. Ce qui compte, c'est pas d'avoir une position qui soit la plus belle, la plus pure possible. L'idée, c'est de relever les manches. Des fois, il faut mettre la main dans le sang et les mains dans la merde et aller voir les supermarchés, faire des rendez-vous, même si on n'est pas forcément opposé peut-être au mouvement capitaliste, productiviste et tout ça, mais aujourd'hui, c'est celui qui existe et c'est là qu'on peut gagner des choses. Donc voilà, on va être pragmatique. Ouais, C'est-à-dire utiliser que les là où on outils peut à votre gagner des choses, disposition pour voilà. voilà, là où on peut gagner des choses, on va les gagner. Alors effectivement, après nous, on s'inscrit dans un mouvement où de la sentience. Pourquoi on se mobilise pour les animaux? C'est parce que les animaux, enfin on va dire au niveau de la déclaration de Cambridge, voilà, au niveau scientifique, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que les mammifères, les oiseaux et beaucoup d'animaux marins aujourd'hui ont cette capacité avec l'espèce humaine de sentir le plaisir, la souffrance, d'avoir des émotions. Donc c'est la sentience, la sensibilité qui est le cœur de notre mobilisation. Donc évidemment, les combats qui consistent à militer pour la justice, même au niveau intra-humain, évidemment, ça nous touche aussi, quoi. Mais d'un autre côté, voilà, on s'est spécialisé. Si on fait pas ça, en fait, il y a peu d'associations qui se mobilisent pour les animaux d'élevage, donc on essaye de focaliser notre tir là-dessus. Mais évidemment, on s'inscrit dans ce mouvement d'intérêt des individus. Eh ben écoute, je te remercie. Alors, il y a juste Kat qui disait évoquer les actions express. Qu'est-ce que Kat, tu veux dire SKL 214 voilà, action express. Bah, vas-y, t'as l'air Ouais, partant. ouais, ouais, mais Vas-y, vas-y. ouais, à fond, à fond, à fond, parce que je voulais en parler tout à l'heure. Ok, Merci, super. Kat. Ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure. C'est bien de faire des efforts au niveau personnel et tout ça, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. On va pas, c'est pas en faisant du 1 à 1 qu'on peut y arriver. Évidemment, on est bien mieux. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce qui est important, c'est la mobilisation, c'est le pouvoir politique, c'est comment on se mobilise. C'est politique, c'est pas politique au sens simplement des élections et tout ça. C'est collectivement, en tant que société, comment on vit avec les animaux, comment on partage cette planète Terre avec les autres animaux. Bien sûr, on est des animaux parmi les autres, quoi. Sauf que c'est l'espèce humaine qui a le pouvoir aujourd'hui. Leur destin est entre nos mains, quoi, clairement. Mais du coup, les actions express pour les animaux, c'est quelque chose sur lequel, si vous allez sur le site L214 et vous avez Agir pour les animaux, on va vous proposer si vous voulez agir pour les animaux plus efficacement, de vous inscrire sur les actions express pour les animaux. Et ça, c'est une liste sur laquelle on propose des actions chaque semaine, voire 2 actions chaque semaine, qui vont être justement d'aller challenger une entreprise pour qu'elle s'engage sur le CC, sur les poules en cage et d'autres personnes. Donc c'est pour les personnes qui sont plus engagées, plus militantes. On va leur proposer de se rassembler ensemble pour faire une opération ciblée, quoi. Et grâce aux actions express pour les animaux, on a réussi à obtenir des engagements sans faire autre chose que ça. En allant poster des messages sur les réseaux sociaux, par exemple, de telle marque et telle marque, et en disant moi je suis opposé à telle pratique d'élevage, or vous vous approvisionnez auprès de l'élevage intensif, on vous demande de vous engager là-dessus, et on a eu plein de victoires comme ça, quoi. Donc, et pareil sur le site Politique Animaux, quand vous allez sur la fiche de politique sur le site, ce qu'on vous propose, c'est d'aller l'interpeller. Si cette personne a une très mauvaise note sur les animaux, c'est d'aller l'interpeller sur les réseaux, sur Twitter, s'il a Facebook, sur ses réseaux, voilà. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est très important, c'est de développer des outils d'interpellation. Et pour qu'on soit le plus possible, pour qu'on existe. On sait que les chasseurs, par exemple, même le monde agricole aujourd'hui, ils ont un réseau qui est très puissant, qu'ils vont activer. Les gens qui sont soucieux de la question animale et qui veulent se mobiliser pour les animaux, il faut aussi qu'ils aient des outils, qu'on puisse... il va y avoir des élections européennes, là, effectivement, qu'on puisse aller voir les programmes, qu'on puisse aller interpeller les politiques pour que le message y remonte. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, évidemment, les actions express pour les animaux, allez sur le site Agir, l'onglet Agir sur le site L214 et vous allez pouvoir tout de suite renseigner votre email. Et du coup, ça, c'est très important, effectivement, de pouvoir agir par ce biais-là aussi. Ok, bah écoute, super. Merci au chat pour vos questions. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir répondu aux questions du chat. Super cool de ta part. Bah écoute, je te retiens pas plus longtemps. Moi, merci beaucoup pour cette conversation. J'espère que ça a été pour toi. Je pense que ça a été intéressant. Je pense que les gens ont trouvé ça intéressant et ça sera republié sur ma chaîne YouTube principale, Athététique. Donc voilà, pour les gens qui l'ont loupé ou pour les gens qui veulent réécouter la conversation, ce sera possible, bien sûr, sur ma chaîne YouTube.
Sébastien, je sais pas si t'as un mot de la fin, voilà, pour Bah, le mot conclure. de la fin, c'est merci et bravo pour le travail sur ta chaîne Athlétique Éthique et surtout, justement, tu te saisis des réseaux. C'est gentil, merci. L'information, c'est très, très important et c'est même crucial, quoi. Et donc, voilà, toutes ces initiatives, il faut faire exister la question animale, en fait. Faut occuper le terrain, il faut donner de l'information parce qu'en face, c'est un rapport de force. Donc, faut y aller, quoi. Faut se battre et le faire intelligemment comme tu le fais sur ta chaîne, avec des infos justes, sérieuses, et parce qu'on doit de montrer qu'on est un mouvement aujourd'hui informé, sérieux et qui avance, et c'est comme ça qu'on peut obtenir des choses. Et Parfaitement les d'accord avec ça, petites ouais. choses qu'on peut obtenir, voilà, les petites choses qu'on peut obtenir ont un impact énorme tellement il y a d'animaux qui sont concernés aujourd'hui. Dans l'histoire humaine, on n'a jamais exploité autant d'animaux qu'aujourd'hui, hein. Situation catastrophique, mais on a beaucoup à gagner et ils peuvent que compter sur nous, hélas. Bah écoute, je pense que c'est un très très bon mot de la fin de ta part, Sébastien. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Bah, je te laisse y aller et passe une excellente soirée. Et puis bon courage pour la suite avec L214. On continuera évidemment de suivre, de soutenir, de partager, voilà, de liker, faire tout ce qu'il faut faire. Aller aux actions. Voilà, tout ça. Donc bon courage pour la suite et merci aussi à tout le travail que vous fournissez, qui est juste nécessaire en fait, hein. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup Sébastien, bonne soirée à toi.